Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martins. Et ça commence déjà entre nos débatteurs et notre débatteuse du jour, Julia Chamilchkovic. Bonjour à vous. Bonjour. Ça commence parce que juste avant de reprendre l'antenne, ils étaient en train de parler de boxe. Les deux sont fans de boxe avec Bruno Pomar, ex-membre du RAID. Bonjour Bruno. Salut, très heureux d'être. Et on a prévu de combattre ensemble, de chasser ensemble. À la fin de l'émission, on a dit. Mais non, vous avez même dit là, maintenant, autour de cette table avec Adrien Hall, qui est avocat au barreau de Paris et également élu du 17e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour à tous. Vous faites un peu de boxe ou Pas du tout. J'ai fait un peu de rugby dans le passé. À la limite, c'est mon seul sport de contact. Ouais. Vous pourriez faire peur à notre ami Boulard. Ouais, bon, il est costaud quand même. Hein, il est costaud, donc. Il y a les Pechnard aussi, chez vous là-bas. Ouais, il y a Pechnard Faites aussi. gaffe parce qu'il fait de la boxe. Hein. J'aime Il bien. fait de la boxe ? Je savais pas, il m'avait pas dit. J'aime J'adore bien quand Frédéric. ça démarre comme ça. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous aussi vous voulez rentrer dans l'arène avec Julia Chamilchkovic et Bruno Pomar qui ont prévu de s'affronter. Venez aussi vous les affronter au standard de Sud Radio pour réagir notamment à ce premier sujet que nous abordons d'ores et déjà sur l'Irlande qui adopte une loi baptisée Jenny's Law, la loi de Jenny. Jenny, c'est le nom de cette femme. Alors âgée de seulement 24 ans qui en avril 2021 meurt sous 7 coups de poignard de son conjoint qui avait déjà été préalablement condamné par 2 ans de prison. Eh bien, depuis, l'Irlande a réfléchi à une nouvelle législation qui vise à rendre public les antécédents des hommes violents, que ce soit du viol, de la séquestration, du harcèlement sexuel, psychologique. Eh bien, désormais, si la victime est d'accord en lien avec le juge, les antécédents sont rendus public. Je vais parler à l'homme de l'homme policier que vous étiez, Bruno Pomar. Ouais, Est-ce que vous avez, dans votre carrière, été confronté à ces questions des violences conjugales et est-ce que vous pensez, vous déjà en tant que policier, je ne sais pas si vous aviez accès à ce genre d'informations, mais est-ce que vous pensez que ça aiderait les victimes, en tout cas à ce qu'elles ne le soient plus ? Écoutez, bon, je l'ai pas connu parce que d'abord je suis un ancien policier, ma évidemment. question, parce que les victimes qu'ils ne soient plus, mais en tout cas, est-ce que les femmes soient, en tout cas, protégées ? Écoutez, la police, le ministère de l'Intérieur, policiers comme gendarmes feront le maximum, évidemment, puisqu'on a des référents dans les commissariats maintenant qui sont là pour accueillir évidemment la parole de nos compatriotes féminines, évidemment. Mais le problème est vaste. Moi, je l'ai pas connu en tant que policier parce que c'est les années où ça existait sûrement, mais la parole n'était pas aussi libérée que maintenant. Donc, j'ai pas connu. Puis j'étais dans un groupe d'intervention, j'étais en CRS, j'étais au voyage officiel, donc rien à voir avec ce que font mes copains, mes amis de la sécurité publique qu'on retrouve dans les commissariats et qui ont eu une mission très compliquée à mener au quotidien, au-delà des violences faites aux femmes, au viol, tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, toutes les missions que mènent nos policiers au quotidien sont nombreuses. Alors, c'est vrai que je pense quand même qu'on a fait une avancée sur ce domaine-là. On peut pas le nier, même si la problématique est immense, mais elle est immense parce qu'on a libéré la parole de la femme. Et là aussi, on l'a vu avec les hashtags MeToo, avec tout ce qui a démarré depuis quelques années. Et effectivement, nos services de police sont submergés. D'ailleurs, si on peut faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement avec les dossiers qu'on a connus sur les viols d'enfants, etc., où les commissariats sont submergés de dossiers. Les tribunaux, c'est la même chose. 85 000 plaintes pour les violences sur mineurs. Vous voyez un petit peu. Alors bon, on ramène ça aux violences faites aux femmes. Effectivement, c'est une problématique énorme à gérer. Il nous faut des ressources humaines. En conséquence, que ce soit au niveau du ministère de la Justice, avec plus de magistrats et autres, beaucoup plus de policiers encore formés pour pouvoir, encore une fois, répondre à cette problématique. Julia Chamilchkovic, conseillère municipale à Kingersheim, parce que je ne l'ai pas précisé, puisqu'on s'était trop préoccupé de la boxe. C'est tout aussi important. Vous trouvez ça, j'imagine, positif ? Absolument. Moi, je pense que ce serait une belle avancée. Vous avez dit qu'effectivement, il y avait des belles avancées, mais on se rend compte quand même qu'on a des années de retard par rapport à d'autres pays. Moi, je vois l'idée, le concept de Jenny's Law, de la Jenny Law assez, de façon assez intéressante. En revanche, il y a quand même un sujet autour de cette possibilité d'avoir un petit peu le mur de la honte. On va pouvoir venir consulter un peu de façon aussi parfois presque rentrer dans l'intimité des gens qui me gêne un chouille. Moi, je serais plutôt d'avis
d'encourager plutôt ce qui se passe au Royaume-Uni. En fait, au Royaume-Uni, vous avez la Clare's Law qui permet en fait à toute femme de pouvoir contacter la police et se renseigner sur le dossier d'une personne en question. Je pense que c'est primordial aujourd'hui, malgré les réseaux sociaux et tout le flot d'informations auxquelles on a accès, de pouvoir se renseigner sur la personne avec qui potentiellement on va partager sa vie, qui sera potentiellement le père des futurs enfants. Finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de masques qui se mettent un petit peu partout. Attention aux dérives aussi. Évidemment, c'est pour ça que je suis plutôt favorable au fait qu'on puisse consulter de façon précise, comme ce qui est proposé au Royaume-Uni, versus qu'un mur de la honte où finalement vous avez le voisin qui va pouvoir aller consulter si vous êtes un violeur. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette idée-là. Adrien Hall, l'avocat que vous êtes, effectivement, parce qu'il y a quand même des points à soulever sur cette loi qui sont importants d'un point de vue juridique. C'est le risque de name and shame qu'on risque d'avoir après. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été condamné, vous avez un risque que vous êtes radié en fait de vie sociale, simplement parce que vous êtes présent sur ce registre. Et vous allez pouvoir aller consulter en permanence ceux qui ont fauté. Et ça va à l'encontre en fait du principe juridique qui dit que une fois que vous avez purgé votre peine, vous redevenez un simple citoyen. La question que je voulais vous poser à Adrien Hall, c'est-à-dire que préalablement, cet homme qui avait tué donc Jenny Poole, son nom de famille, il avait des antécédents. Il avait des antécédents, mais surtout il avait visiblement purgé sa condamnation. Il avait payé sa dette à la société, donc à partir de cela, normalement, on n'est plus censé avoir cette étiquette si on a payé sa dette à la société. C'est la théorie juridique classique. C'est à partir du moment où vous n'êtes plus soumis à une peine, soumis à une condamnation. Sachant que c'était pour des faits similaires sur son ex-compagne. Il y a quand même une contrainte de réalité, c'est-à-dire que le taux de récidive est quand même très important. Oui, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une bonne loi, mais qui a quand même des... Il faut y mettre des garde-fous, mais comme à peu près toutes les lois. Mais je trouve que l'idée du Royaume-Uni me paraît beaucoup plus intéressante. Il faut savoir quand même que chez, encore une fois, les multirécidivistes, c'est le cas de dire, ils sont toujours dans le collimateur de la police. C'est réglé. Oui. Il y a un fichier en France qui existe, exactement, qui est consultable par les autorités uniquement. Là, la différence, c'est qu'il n'est pas public. À voir si la publicité changera les choses, parce que moi, je vais vous dire une chose. J'ai vu dans un domaine un peu connexe sur l'antisémitisme, des gens qui se sont constitués en tant que groupe et qui vous pourchassent en fait dans votre vie quotidienne et qui viennent vous dénoncer à vos employeurs. Je l'ai vu dans mon cabinet, c'est arrivé, on a reçu des dénonciations anonymes sur ce genre de faits. Alors ce sont des faits très graves, il faut les condamner évidemment, la personne a été renvoyée, mais on a suivi un petit peu le parcours de cette personne et il a été dénoncé à reprise. Donc on a une radiation sociale qui arrive. Donc c'est quand même un des aspects qui peut être compliqué, c'est pour ça que les garde-fous britanniques me paraissent beaucoup plus pertinents, c'est-à-dire que vous pouvez aller consulter la police qui vous renseignera plutôt que d'avoir un grand aspect public, une grande déballation qui peut poser problème. Ça revient un peu à ce qu'on connaît avec le terrorisme. Moi, c'est quelque chose qui me passionne évidemment, les problèmes de terrorisme. C'est les fichiers, c'est les fameux fichiers. Le haut du spectre, pas les 15 000 qu'on connaît. Les fichiers sont ces personnes qui sont surveillées très activement par la police. En donnant l'accès au maire, par exemple, d'une ville, de pouvoir savoir évidemment, d'avoir le listing. On en reparle dans un instant avec nos débatteurs autour de la table, Julia Mifkovic qui est conseillère municipale à Kingersheim en Alsace, avec Bruno Pomar, ex-membre du RAID que vous connaissez bien sur Sud Radio, puisque vous l'avez sur les vraies voix très, très souvent. Et puis Adrien Hall, avocat au barreau de Paris, élu du 17e arrondissement de Paris. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez bien prendre part à cette discussion, si ça vous touche, si ça vous concerne, si ça vous parle, appelez-nous. Sud Radio. Parlons votre radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et de retour sur l'antenne de Sud Radio avec Bruno Pomar qui est très en forme, ex-membre du RAID et qui adore les élus. C'était d'ailleurs son propos juste avant que nous fassions... une façon de nous flatter. Ouais, il en a deux pour lui. Julia Mifkovic et puis Adrien Hall autour de cette table. Allez-y les amis. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est, on fait une petite parenthèse avec les élus. Oui, les maires, je trouve que c'est le seul maillon le plus proche de la population. Il faut les respecter, il faut les aider, il faut les soutenir à tout prix, parce que croyez-moi, le mandat n'est pas simple. Je l'ai été dans un petit village, mais on a des conseillers municipaux de grandes villes. Je peux vous assurer que c'est compliqué. Avec ce sujet que nous abordons là ce matin, l'Irlande qui a mis en place cette nouvelle loi, la Janie's Law en anglais, c'est la loi qui fait référence à cette jeune femme tuée alors qu'elle n'avait seulement 24 ans en 2021, en avril 2021, qui est morte sous 7 coups de poignard avec son conjoint qui l'avait tué devant les yeux d'ailleurs de ses 2 enfants.
une épreuve tragique qui avait beaucoup ému l'Irlande. Et il avait déjà été préalablement condamné pour des faits similaires sur son ex-compagne, 2 ans d'emprisonnement. Et désormais, cette loi, elle va permettre de rendre publics les antécédents de ces auteurs de violences conjugales, mais pas que, viol, agression sexuelle, harcèlement, qu'il soit sexuel ou moral, et également pour des faits de séquestration. Adrien Hall, l'avocat que vous êtes tout à l'heure, disait que finalement c'était un petit peu le name and shame et qu'il fallait faire attention à cela, le nom de la honte. Oui, non, c'est effectivement un des risques de cette loi. Et c'est pour ça que les garde-fous à ajouter à cette loi doivent être importants pour éviter justement des mécanismes où on viendrait pourchasser les personnes qui ont purgé leur peine et qui sont dans une démarche positive de réinsertion de la société. Parce qu'il y a effectivement des récidives et eux, il faut évidemment les combattre et éviter et protéger en permanence les femmes face à ce genre de prédateurs ou même des fois les hommes face à ce genre de femmes qui peuvent être toxiques. Mais d'une certaine manière, il faut aussi s'assurer que ceux qui sont dans une démarche de réinsertion sincère, positive et qui ont compris la gravité de leurs faits et qui veulent se réinsérer dans la société, qu'ils puissent le faire en toute quiétude. C'est un des principes fondateurs de l'état de droit, c'est un des principes fondateurs d'une démocratie et il faut le respecter. Il faut évidemment protéger les femmes, ça c'est une certitude, mais il ne faut pas que ça se fasse n'importe comment et je pense qu'on a besoin de certitude pour protéger un peu tout le monde. Oui, mais cher maître, il y a une chose, et je comprends ce que vous dites, évidemment, en théorie, je dirais tout ça, c'est bien joli, mais encore une fois, c'est l'accompagnement psychologique de ces gens-là, c'est-à-dire que les tracer, savoir qu'un tel on fait subir des violences à leurs femmes, etc., c'est bien, c'est l'accompagnement psychologique, médical, etc., de ces gens-là. C'est ça l'important, je crois. Bien sûr. Tout, hein, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le fait de savoir... Ça ne remplace absolument pas une bonne politique de prévention, de la récidive, ainsi de suite, qui me paraît tout aussi essentielle pour justement, parce que c'est comme ça qu'on va prévenir les actes délictueux, les actes criminels qui seront faits. Ou la répétition, la récidive. Voilà, exactement, et la répétition. Donc, il faut accompagner ces gens-là, il faut les prendre en charge, il faut s'assurer qu'ils comprennent la gravité de leurs faits. Mais c'est là que le bas blesse, parce que on a le problème partout sur la jeunesse, etc., de l'accompagnement de il n'y a quasiment aucun moyen qui est mis. On est dans un désert, un no man's land total. Donc il faut absolument prendre le sujet à bras le corps parce que c'est un sujet qui est présent dans la société française. C'est un sujet qui mobilise un maximum les femmes. On en a une en face de nous. Je pense qu'elle peut nous le confirmer sans aucun doute. Je suis ravie de vous entendre être très favorable à la protection des femmes. Je pense qu'on ne pourra pas avancer sur le sujet sans les hommes, évidemment, et sans que des hommes soient pleinement mobilisés pour nous protéger. Il faut quand même rappeler qu'il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari tous les 3 jours, ce qui est dramatique dans un pays développé comme la France et qui est dramatique par ailleurs dans tous les pays. C'est trop. Le sujet sur lequel on est aujourd'hui, c'est un petit peu l'opposition entre le concept et le droit à l'oubli et le concept de précaution. Et on est un petit peu dans un arbitrage où est-ce que on est plutôt en faveur de permettre à l'agresseur de pouvoir se réinsérer dans la société et donc de le protéger lui, in fine, ou est-ce qu'on est plutôt du côté de la victime et des potentielles futures victimes parce que malheureusement la réalité démontre aussi... C'est un grand débat judiciaire. C'est un grand débat judiciaire qui a complètement basculé avec l'arrivée de Robert Badinter, c'est-à-dire qu'on est passé d'une justice de la victime à une justice parfois un peu du criminel sur la réhabilitation. Et donc c'est un vrai sujet sur lequel il y a vraiment 2 écoles qui s'affrontent. Moi je suis partisan d'une approche un peu équilibrée entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut évidemment se centrer sur l'indemnisation, la réparation de la victime, s'assurer que la sanction a bien été exécutée. Mais ça n'exonère pas d'une certaine manière de réaliser un peu de réhabilitation à la fin parce que ça protège aussi la société. On a un cas en France, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, lui en l'occurrence, c'est même pas une consultation, ça a été rendu public et plus que public. Où est-ce qu'il en est, lui, sur sa réhabilitation? Est-ce qu'il a le droit d'être réhabilité? Là, vous avez pris le cas, effectivement. Oui, mais très civil. Non, mais c'est une bonne question. Ouais, mais encore une fois, c'est toute la difficulté. On parlait il y a peu de temps encore avec l'affaire Liana, de cette petite gamine et du prédateur. 9 mois sans que son dossier ait été instruit. Oui, alors ça, c'est après l'instruction, etc. Oui. Mais rien que le profil du gars, quoi. Après, on a vu que le frère faisait pareil, le père faisait pareil. Enfin, c'est la cata totale. Et que sans doute la femme était victime de violence, et que sa fille aussi, et qu'il y a encore beaucoup de questions autour de ce personnage, et que moi, je suis désolée, mais sur, par exemple, l'exemple typique du violeur, c'est
quelque chose de violeur d'enfant, hein, par ailleurs, je précise, quelque chose de très chimique. Je ne suis pas sûre qu'une réhabilitation, ce mot n'est pas facile, psychologique, sans accompagnement réel, soit réellement pertinent et finalement quand même un taux de réussite élevé. Je veux dire, c'est quelque chose de chimique. Donc à partir du moment où on a eu une pulsion une fois, on aura une pulsion en sortant de prison avec sans doute malgré ce qu'on un cumul de frustration. Et donc est-ce que ces gens-là, on a vraiment envie, alors je ne sais pas si vous êtes pères tous les deux, moi je n'ai pas d'enfant mais pour autant je me mets dans la perspective, est-ce que j'ai envie de vivre dans une société où potentiellement mon enfant est à risque à peu près tout le temps parce que ces gens-là sont difficilement... Moi, je suis père, en l'occurrence, et je peux vous dire que ça m'effraie ce qui se passe dans notre société. Et donc, je vous dirais même, hein, pour ma part, si je dois témoigner, je serais même favorable à ce que les violeurs d'enfants soient condamnés à perpétuité. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Adrien... Vous avez quand même un parti politique qui s'est opposé à ça à l'Assemblée nationale, et pas plus tard que au mois de juillet. La France Insoumise, qui pourtant se porte comme le fervent et l'unique détenteur de le combat pour la protection de l'enfance, pour la protection des femmes, mais pourtant ils ont quand même voté contre, justement sur l'argument de le droit à la réhabilitation, sur les multirécidivistes en plus, on peut à la deuxième chance. Alors, si on revient... il y a des limites à la réhabilitation, il y a des limites, on va pas se raconter d'histoire, hein. Quand on est face à des faits aussi graves, je pense qu'effectivement la perpétuité n'est pas quelque chose, un gros mot du tout à prononcer, il faut carrément aller sur ce terrain là-dessus. Et de toute évidence, c'est du cas par cas la réhabilitation. C'est-à-dire qu'il faut une appréciation en fonction du profil de l'individu, des faits commis, de la victime, sa capacité à se reconstruire et ainsi de suite. Donc c'est vraiment du cas par cas et poser le principe d'une réhabilitation totale en permanence comme le fait parfois la gauche, moi qui me paraît complètement délirante. Oui, je ne suis pas du tout sur ce terrain-là. Oui, en théorie ça pourrait être sympathique, mais dans la réalité, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'on a les gens pour s'occuper de ces gens-là ? Parce que c'est du suivi, c'est un travail considérable à mener. Quand on est humaniste et positif, on rêve que ces gens-là puissent avoir fait une erreur. Et encore, je suis même pas sûre que moi, ma morale me permette, comme les terroristes, de pardonner une fois. Enfin, pardon, mais clairement, je suis incapable de pardonner à un violeur d'enfants. Je suis incapable de pardonner à un terroriste qui a tué des Français. Donc, il y a quand même un sujet de cette question du pardon qui demande une intelligence... Peut-on pardonner un homme qui frappe sa femme ? Bah non. Ah voilà. Qui fâche. Ah oui, mais c'est une vraie question parce que très souvent d'ailleurs ces victimes de violences conjugales pardonnent une fois. Oui, tu Par comprends. Amour, bien sûr. J'étais sous, je me suis pas contrôlé, etc. Et elle retombe dans le piège systématiquement. C'est d'ailleurs une des limites aussi de cette loi, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de faits qui ne sont pas portés jusqu'à la plainte. Et donc vous avez un fichier qui sera uniquement... Très souvent d'ailleurs sont des mains courantes. Ouais, voilà, on a un fichier qui sera d'ailleurs la différence entre une main courante et un dépôt de plainte, c'est important pour aussi des femmes qui nous écouteraient, qui seraient victimes ou qui se reconnaîtraient dans ce débat. Vous allez en avoir un dépôt de plainte, vous aurez un suivi judiciaire qui sera réalisé. La main courante, c'est simplement une déclaration, une constatation d'un fait qui vous est arrivé. Donc vous n'avez pas vraiment c'est une notification. Ça peut servir après pour sur un dépôt de plainte de dire attention, j'ai fait. C'est ça. C'est de la préparation à de la future plainte, à un futur dossier judiciaire. Mais il y a quand même eu beaucoup de changements du côté de la police. Moi, je me rappelle de mon époque, j'avais eu des cas de violence conjugale dans mon entourage. Et les policiers, alors je jette pas l'opprobre sur la profession, hein, mais c'est là aussi ce que vous disiez Bruno tout à l'heure, c'est que ça a beaucoup changé, notamment dans la crédibilité qu'on pouvait donner à la parole de la femme. Et l'empathie. Et l'empathie, oui, effectivement, Julia Chamilchkovic. Mais aujourd'hui, on ne propose plus une main courante immédiatement le dépôt de plainte. Avant, c'était monnaie courante de dire vous déposez une main courante et puis si ça se reproduit, on verra ce qu'on fait. Oui, mais encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit au tout début de cette émission, c'est la libération de la parole des femmes, à un moment donné, qui a fait que, effectivement, on se dit, mais c'est quand même fou ce qui se passe. Et l'acceptation de la parole de la police aussi. Et l'acceptation, oui, exactement. Qui me paraît tout aussi essentiel que la libération de la parole. Je pense qu'il y avait un déni aussi collectif, on se disait, non mais c'est pas possible. Oui, c'est pas normal. C'est pas, ça n'existe pas, des femmes qui se font frapper. Et en fait, la vérité, c'est que ça arrive plus souvent que ce qu'on imagine. Donc, si des femmes nous entendent, non, ce n'est pas normal que votre conjoint lève la main sur vous. Non, ce n'est pas normal que votre conjoint puisse avoir des actes très répréhensibles sur des enfants, sur vous. Oui, parce qu'elles sont soumises parfois, elles se disent, bon, certaines
certaines se disent même, Et c'est ce normal. n'est pas même si excusable. on a une frappe. Et très souvent, elles C'est sont ça, dans le des pire. situations où en plus elles sont soumises financièrement, elles sont soumises Oui. professionnellement, on les sort de toute possibilité de sortie puisque beaucoup soit ne travaillent pas ou ont un salaire tout à fait ridicule pour pouvoir vivre. Parfois elles élèvent des enfants, parfois elles restent aussi pour donner un cadre et une stabilité à leurs enfants. Mais un père violent, Elles subissent. Et très très souvent, n'est pas bénéfique pour l'enfant. pardonnez-moi, allez-y, pardon, finissez. Et Mais... peut-être juste pour conclure, et ça c'est vraiment un des combats que je mène, c'est que une femme qui part, c'est tout d'abord du courage, mais c'est surtout exemplaire dès lors où il y a des enfants, c'est montrer Bien le sûr. bon exemple, Oui, oui. montrer à ses filles. Et la stratégie du bouclier pour les femmes, c'est-à-dire de protéger ses enfants, d'accepter d'être frappées, c'est Oui. pas une bonne stratégie. Non, et puis je voudrais... Partez, libérez-vous de cette emprise qui est toxique, qui est néfaste pour vous, et essayez de trouver un chemin ailleurs que dans ce cadre qui peut être violent et dangereux pour vous. Et Je d'où voudrais- l'importance de pouvoir se renseigner sur le conjoint. Mais c'est hyper important parce que autant le mur de la honte, bof, mais autant la possibilité d'avoir accès sur des antécédents du partenaire. On parle de construire une vie, de fonder une famille, d'avoir des enfants. Généralement, c'est pas le mariage qui nous enferme, c'est les enfants. De pouvoir savoir avec qui on fait des enfants et de pouvoir décider et d'arbitrer si oui ou non on estime que c'est pardonnable ou pas. Je pense que ça devrait être même prévu en France et je pense Donc même ça va que c'est plutôt urgent. dans le bon sens, cette loi irlandaise, malgré tout, mais... Oui, mais. Avec des Bruno nuances. Pomar, Oui, ouais, oui, avec- mais ouais. je parle pour la France parce qu'on est toujours en réaction dans notre pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, sur tout un tas de sujets, violence, les excès des mineurs qu'on voit parfois un peu partout avec les artifices. On est toujours en réaction de tout. Et ce qu'on ne travaille pas dans cette société, parce que c'est pas assez glamour, je pense politiquement, c'est tout le travail de prévention, d'éducation qui est sensible. Vous savez combien moi je suis engagé là-dessus avec Red Aventure. Sud Radio me soutient là-dessus aussi, je le sais, et plein de partenaires. Pourquoi je dis ça? Parce que le travail de prévention et d'éducation est essentiel. Sur ce sujet-là, vous voyez, on a produit avec une policière d'ailleurs qui est en charge, qui est au PJ et qui travaille sur ces sujets-là dans le commissariat, a fait une pièce de théâtre, Je me porte bien, ça s'appelle, où on met en scène une comédienne qui parle de la relation homme-femme et on le fait devant des élèves, devant des collèges, etc. Et ce travail-là, de prévention, d'éducation, il est à tout prix à faire. Et j'ai l'impression que les politiques s'en foutent Et complètement. ça rappelle que la culture est fondamentale Julia, et c'est ceux bien qui sûr. veulent, et notamment les présidentes Oui. de régions qui Mais bien veulent sûr. supprimer des financements de par la région et public en faveur de la culture, et ben c'est leur démontrer Bien sûr. qu'elles sont pas du tout féministes On est- et en faveur de la protection. On est sans arrêt en réparation, on met des scotch à chaque fois, pam, pam, pam. Ouais. Sur tous ces sujets, qui Il y a- sont des sujets très importants. Il y a aussi un autre sujet dont on parle extrêmement peu, mais je voudrais vous entendre très rapidement là-dessus, le viol conjugal. Il n'est pas forcément connu parce que on imagine, et d'ailleurs c'est une loi qui vient de passer assez récemment sur le fait que on ne peut plus invoquer le devoir conjugal lorsqu'une femme dans un couple marié refuse d'avoir une relation sexuelle avec son conjoint. Elle a parfaitement le Julia, droit je déjà. crois. On est dans un pays libre, donc Oui. le consentement existe Oui, même. et avant, on invoquait le devoir conjugal, et donc toute la responsabilité du divorce pesait sur la femme qui avait refusé une relation sexuelle avec son mari. Bah, Le viol conjugal existe. Je parle sous contrôle d'un avocat, mais je pense que très souvent on essaye de mettre la faute sur les femmes pour essayer de diminuer au maximum la compensation financière qui sera associée, alors que très souvent C'est souvent l'homme une affaire d'argent dans les divorces. c'est vrai, mais- et souvent l'homme est en responsabilité. Non, si la femme ne souhaite pas avoir de rapport sexuel, c'est son droit. Et dans ces cas-là, ils Tout à doivent réagir en adulte Et- et divorcer le cas échéant si vraiment les pulsions sont. Ce qui serait aussi entendable. Il Mais était important de le rappeler aussi, parce que ce n'est pas... il n'y a aucune culpabilité à dire non. Voilà. absolument. Exactement. Il faut faire de la médiation au Adrien milieu. Roll, parce que très c'est- rapidement. Le Non, mais mariage je- ne veut je- pas dire soumission. Exactement, Rapidement, le d'ailleurs. consentement Disons. est toujours primordial, la liberté de l'individu toujours primordiale devant le devoir conjugal qui vient après tous ces principes. Donc si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas et vous le témoignez à votre conjoint et ça doit s'arrêter là. On et si ça revient. va au-delà, c'est qu'il y a un problème. Dans un instant, on aura Cécile qui nous appelle au 0826 300 300 qui voulait réagir, et ensuite on parlera de la hausse des cambriolages selon le service statistique du ministère de l'Intérieur en juillet, plus 5,8%. Sud Radio. Parlons Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Avec ces débats de l'été et nos débatteurs, toujours autour de la table, Bruno Pomar, ex-membre du RAID, avec Adrien Hall, avocat au barreau de Paris et élu du 17e arrondissement de Paris, et puis Julia Acham-Milkovic, qui est conseillère municipale à Kingersheim,
en Alsace, mais aussi plein d'autres choses. Elle nous le dira. C'est une boxeuse d'ailleurs très aguerrie. Elle nous met la pression sur le plateau. Et sur le plateau, elle est C'est les très musclins qui vous font peur. Et au casser la 0800 table, hein. 26 300 300, on a Cécile qui nous appelle. Bonjour Cécile. Oui, bonjour à tous. Vous vouliez réagir, Cécile, au sujet qui nous habite là depuis une demi-heure sur cette loi en Irlande qui permet désormais de connaître les antécédents d'auteurs de violences conjugales que désormais il sera possible de consulter en Irlande avec l'accord évidemment entre le juge et la victime de rendre ces informations consultables par une nouvelle compagne éventuellement. Vous avez quoi à nous dire vous là-dessus? Ça vous inspire quoi? Déjà en préambule, un bon bonjour à Monsieur Pomar que j'avais découvert dans une autre vie, voilà, sur une autre radio, et c'est toujours avec un immense plaisir que je l'entends débattre. Merci. Il me fait rire parce que le Carcassonne, Bordeaux, on est dans le sud, quoi. Oui, c'est vrai que vous êtes pas loin de Bordeaux, vous, Cécile. Il était pas prêt. Oui, j'étais pas prêt à ça. Merci, c'est très gentil. Oui, mais il faut cacher cette modestie quand même. Bon. Merci, c'est gentil. Avec plaisir. Vous êtes au Bouscat, vous, Cécile, hein? Oui. C'est le Bouscat. Oui. Ah oui, Oui. Bruno, Attention, il a roulé. Ah oui, c'est le Bouscat. Allez-y, Cécile, racontez-nous. Alors. En tout cas, vous avez fait un homme heureux. Ça, je vous le dis, il est heureux. Voilà, il a le sourire. C'est pas le premier, hein, et j'espère que ce sera pas le dernier. Tout ce qui est fait pour protéger les femmes, hein. Bon, alors, c'est vrai qu'on parle essentiellement de femmes. Il doit y arriver à avoir des hommes aussi, mais... Il y a des hommes, effectivement, qui sont victimes de violences conjugales. Mais effectivement, on en parle beaucoup moins. Tout ce qui est fait pour protéger les femmes, je dis, pourquoi pas, banco. Mais peut-être que avant d'avoir ce fichier-là, se concentrer surtout sur la prise en charge de ces femmes-là. Alors, l'accueil, effectivement, d'abord au commissariat, même si effectivement je pense qu'on a fait d'énormes progrès depuis quelques années, mais il n'en demeure pas moins qu'on a toujours des féminicides. On a encore, vous voyez, cette femme qui est décédée là, le week-end dernier, elle avait pourtant un téléphone d'urgence, etc. On met des choses en place, mais devant ces personnes-là, c'est compliqué. Donc je pense qu'effectivement, mettre à disposition un fichier, pourquoi pas. Surtout mettre les femmes à l'abri quand elles sont victimes de violences conjugales, les sortir ou sortir plutôt la personne, l'auteur de ces infractions. Oui, ça pour moi c'est primordial. Qu'il y ait un fichier, ça peut être la cerise sur le gâteau, mais c'est tout quoi. Ouais. Bruno Pomar. Est-ce que ça règle le problème de fond? C'est toute la question. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que le fait de savoir, ou même le maire par exemple de la commune ou de la ville, qui sache que effectivement, alors le problème c'est qu'il y en a tellement, ça fait des listes parfois dans certains endroits. On peut se poser la question. Mais ce que vous avez très dit justement, c'est l'anticipation, c'est-à-dire la prise en charge, que ce soit pour les victimes, mais également pour les auteurs, parce que je crois que c'est important. Des fois, on a tendance à dire, bon, allez, il faut s'occuper des victimes. Ça, c'est certain, c'est la priorité des priorités. Mais l'auteur aussi, il faut qu'à un moment donné, on les traite ces gens-là, parce que soit ce que tu disais tout à l'heure, on les enferme à vie. Bon, est-ce qu'à partir du moment où, comme l'affaire Caténens, il a eu altercation avec sa femme, quelque chose qui s'est mal passé, il l'a giflé, ça ne s'est fait pas, ok, est-ce qu'on le met en prison à vie? C'est toute la question. En tout cas, on le met en prison au moins un temps pour qu'il comprenne. Mais tu vois, ce qui n'a pas été le cas. Oui, mais il faut le réhabiliter quand même, on peut pas... Voilà. C'est logique, c'est pour ça qu'il y a un côté... Il y a une sorte de prison de la honte. Malgré tout. Mais justement, est-ce que la prison de la honte et la réputation n'est pas peut-être parfois plus fort dans certains cas moi, j'imagine que dans son cas, il n'est pas prêt d'en remettre une. En tout cas, je l'espère. Hein. Oui, non, mais c'est là où mais c'est ce que disait notre avocat, c'est de trouver l'équilibre entre l'ultra violent et le mec qui fait ça à chaque fois qu'il rencontre une femme. Alors celui-là, peut-être il faut. Et puis l'altercation qu'on a eue avec sa compagne, parce qu'à un moment donné, on a pété un plomb. Je dis pas que c'est normal, mais encore une fois. Non, mais c'est sûr, il faut adapter la réponse pénale et le suivi judiciaire, le suivi médical à chaque cas particulier. Hein. C'est le principe même de toute façon de la justice, c'est d'être circonstancié au fait de l'espèce. Et évidemment, il faut assurer une politique de prévention, une politique d'accompagnement pour ces gens-là, et distinguer aussi ceux qui sont les plus graves, parce que sur les plus graves, ça sera quand même souvent difficile d'aller les rechercher, les récupérer et les réhabiliter. Mais il y a quand même. Je veux croire. Allez-y, Cécile.
excusez-moi de vous interrompre, juste peut-être aussi quelque chose, c'est que comme c'est en fait sur avec l'autorisation de la victime. Oui. En tout cas, en Irlande, c'est comme ça. C'est entre le juge et la victime. Voilà. Être victime de violences conjugales, déjà, vous êtes la honte aussi. Elle change pas forcément de camp, en fait. Ouais. Vous voulez dire que le simple fait de porter plainte, d'emmener ce coupable présumé, en tout cas tant qu'il n'a pas été condamné, mais au moment où il est condamné, en tout cas il est coupable, devant la justice, vous voulez dire que la femme peut se sentir honteuse? Je suis totalement d'accord avec ces propos. Oui. Ouais. Oui, c'est intéressant. Pour l'avoir malheureusement vécu, voilà. La honte, en fait, vous avez honte de choses un peu étranges, hein, honte de pas être parti plus tôt, honte de pas avoir dénoncé plus tôt, dans cette société finalement où on est très patriarcal. Ça évolue un petit peu parce que les mères œuvrent aussi pour ça. Pour que leurs enfants, filles ou garçons, évoluent. Mais je crois que c'est surtout, en fait, que si vous rendez public le nom de la personne qui a été victime de ça, du coup, vous la mettez aussi en lumière. Et potentiellement aussi son adresse. Hein. Il faut quand même aussi le dire, c'est que c'est une des possibilités de ce fichier, c'est d'avoir aussi l'adresse. Et il y a un aspect aussi sur lequel on n'a pas parlé, mais qui est connecté avec ce que vous dites, madame, c'est que cet homme met une pression sur les femmes victimes et les hommes victimes aussi. C'est-à-dire que vous êtes le décideur sur le fait de publier ou non le nom de votre agresseur. Et donc à partir de là, vous avez une responsabilité qui est de dire, est-ce que j'ai envie que mon affaire soit connue? Parce que même si on va vous anonymiser, vous, la victime, si on connaît votre agresseur, on peut retracer votre réalité et votre condition de victime. Mais on peut aussi, se retrouver dans une situation où la victime se sent sous pression par rapport à la société, de se dire, je dois protéger toutes les femmes potentielles pour le futur. Et donc c'est une réalité qui est complexe à vivre pour une victime qui est dans un bouleversement émotionnel, qui est à se reconstruire et qui a en plus un rôle lourd à gérer, savoir est-ce que je protège les femmes, est-ce que moi je me cache, que la position n'est pas toujours évidente, et si j'ai choisi de me cacher et que cette personne commet un acte, est-ce que finalement plus tard, avec le recul, je n'aurais pas dû le dénoncer? Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par cette loi, qui n'est pas si simple à résoudre que ça, quoi. Julia Chamilchkovic. Déjà, moi, je voudrais vous dire que je suis navrée de ce que vous avez évidemment vécu. C'est tout à fait odieux et terrible, même à entendre le témoignage. Je pense que dans un autre effet, effectivement, vous avez cette dualité entre dénoncer. C'est souvent le cas aussi chez les enfants qui sont victimes de viol. C'est dénoncer le parent, c'est très compliqué. C'est prendre le risque qu'il aille en prison. C'était un des arguments qui a été aussi tenu par LFI sur le vote lié à la perpétuité qui a eu lieu dernièrement. Mais d'un autre côté, ça permet aussi de contrecarrer le désir de vengeance, qui est parfois aussi très violent et légitime, d'ailleurs, quand on est victime de ça, et de pouvoir se dire que l'agresseur ne garde finalement pas tant sa réputation et que ça aura un impact sur sa vie, parce que faut quand même rappeler que quand on est victime de violence, viol, d'agression, d'harcèlement, ça laisse des séquelles à vie, ça crée des traumatismes. Vous l'avez vous-même dénoncé, Julia, d'ailleurs, sur votre compte Instagram. Absolument. Alors, effectivement, voilà, et parfois c'est des actes qui vont même pas sur du toucher, sur du viol, sur de la pénétration, mais c'est des actes d'harcèlement, de psychologique, on vous regarde, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est dire que les séquelles qui sont laissées, pour moi, je suis désolée, mais ça a un prix dans la société. Cette personne ne peut pas s'en sortir comme ça. Ça doit avoir des conséquences. On sait que aussi le fait que un acte manqué soit puni de façon rapide a plus d'impact que d'attendre, comme ce qui est le cas dans la justice française. On attend 5 ans pour avoir son jugement, potentiellement être condamné, donc c'est violent pour la victime et c'est aussi inefficace pour l'agresseur. De pouvoir se dire qu'il y a une dissuasion parce qu'on va être puni et parce que potentiellement son nom, le nom de son père, le nom de sa mère, le nom de ses enfants sera sali, peut-être que ça aura aussi un effet dissuasif, qu'en tout cas, on doit s'autoriser et s'obliger à essayer. D'expérience, la publicité de la peine, c'est souvent la condamnation la plus redoutée par les fauteurs de troubles. Ça, c'est une certitude, bien plus que toutes les amendes, bien plus que la prison. Parce que cette idée que les gens
peuvent savoir ce que vous avez fait. C'est quelque chose qui est redouté. Le fameux tribunal populaire. Exactement, c'est quelque chose qui est redouté. Vous le pensez sur des malades sexuels comme on croit? Vous croyez ça? Alors, moi j'ai un peu de non, doute, mais on fera pas du 100%, ça c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de gens sur qui ça va avoir un effet dissuasif. Et moi je le vois aussi, mais j'accompagne même sur un autre sujet complètement différent sur les entreprises. Les entreprises redoutent totalement la publicité de leur condamnation. Il y a évidemment beaucoup de gens qui ne veulent pas que les autres gens sachent ce qu'ils ont fait. Donc la publicité de la peine et de la sanction, c'est quelque chose qui est vraiment redouté, qui est vraiment dissuasif et qui a un vrai impact en tout cas. Je peux malheureusement pas me réjouir de ce sujet, mais je suis très heureux malgré tout qu'on en parle avec vous, chers amis, autour de cette table. Et puis avec vous, Cécile, merci infiniment pour déjà la pureté de votre témoignage et votre gentillesse à l'égard de Bruno Pomar. Merci. Évidemment. Voilà, je pense que vous avez vraiment fait un homme heureux aujourd'hui, c'est déjà ça. Ça nous et vous avez fait des jaloux, mais bon, ce sera pour la prochaine, vous rappellerez la prochaine fois. Ça va aller, Julia, vous verrez. Ouais, bah oui, mais c'est toujours les hommes qui sont flattés et nous jamais. Moi, je suis jalouse. Mais Cécile, en tout cas... Ne le soyez pas, en tout cas, parce que vraiment, je vous remercie pour votre gentillesse aussi. Et ce que j'ai vécu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un de beaucoup plus fort et beaucoup plus aguerri. Et merci de témoigner, vraiment, c'est précieux. Ouais. C'est très fort. Continuez à nous appeler, Cécile. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, parce que... moi j'ai adoré votre témoignage et votre sincérité. Vous nous appelez au 0826 300 300. Maintenant on va parler de cambriolage en hausse de plus de 5,8% selon le service statistique du ministère de l'Intérieur. Ce sont juste les chiffres de juillet. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. On va changer de sujet, j'ai l'impression, avec Bruno Pomar qui a envie de parler d'amour aujourd'hui depuis qu'il a eu Cécile au téléphone. Ça y est, c'est un homme heureux. Bruno Pomar, ex-membre du RAID, également Adrien Hall, avocat au barreau de Paris, élu du 17e arrondissement de Paris. Julia Chamilkovic, conseillère municipale à Kingersheim en Alsace. On va s'intéresser au cambriolage. Ce chiffre, plus 5,8% en juillet 2026 seulement. Ce sont en tout cas les chiffres qui nous sont donnés par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Trouvez-vous ça normal, Bruno Pomar, qu'on ait cette hausse si importante, plus 7,7% depuis le début de l'année? Alors il y en a plus de 600 par jour, il faut savoir. Dans un pays de près de 70 millions d'habitants, 68, 69 millions d'habitants. Alors oui, il y a une augmentation. Alors ça ne veut pas dire pour autant que nos forces de police, gendarmerie, nos policiers municipaux ne font pas le boulot. Attention, mais il y a quand même une augmentation de la délinquance, quoi qu'on dise. C'est pas eux qui cambriolent, donc a priori c'est pas de leur faute. Non, ce que je veux dire par là, ça n'empêche qu'ils font leur boulot. C'est beaucoup de cambriolage d'opportunités. Effectivement, on va chez les gens et on vole ce qu'il y a à voler le plus rapidement possible. Alors, il faut savoir que tous les étés, quand même, sur les périodes de vacances, décembre, juillet, août, on a les opérations tranquillité vacances que les élus, et vous le savez, mettent en place avec la police municipale, mais également le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que on peut chacun donner nom, prénom, adresse, etc. et dire je me barre en vacances à tel moment. Voilà, ça c'est un premier élément qui est important qu'il faut prendre en considération. Le deuxième, il y a les citoyens vigilants. Vous savez que c'est un dispositif qui marche pas mal. Il y a un dispositif de quartier, je crois. Oui, tout à fait. Dans 1000 communes en France, 1000 villes en France, c'est en place. C'est quelque chose de privé, mais qui fonctionne bien. C'est Frédéric Delanouvelle qui a mis en place ça, l'ancien journaliste de BFM. Et je trouve que le dispositif est vachement intéressant. Et il y a aussi également, dans les villes évidemment, des groupes WhatsApp qui se forment. Alors c'est intéressant, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir tout et n'importe quoi, mais je crois que c'est important parce que la meilleure des sécurités, c'est les concitoyens entre nous. C'est clair. Finalement. La sécurité globale, ce qu'on appelle. On est tous aussi responsables de ça, parce qu'on dit à chaque fois, c'est la police qui doit être là, c'est la police municipale, c'est la gendarmerie. Ok. On ne peut pas toujours se décharger sur les agents. On sait le nombre de missions qu'ont à faire nos forces de l'ordre. Donc je crois que aussi les concitoyens, on doit s'entraider. À commencer par mettre des dispositifs de vidéoprotection aussi. Alors entre autres, après il y a des mesures à prendre. Vider sa boîte aux lettres, on peut le faire par un magasin, par un ami, par un concitoyen. Par un voisin. Ne pas laisser ses volets clos
clos en permanence. Lorsqu'on est même chez soi, parce qu'on peut avoir des homejacking, et oui, c'est ça, le cambriolage aussi, on peut être chez soi, c'est s'enfermer systématiquement quand on est chez soi. Il y a plein de petites choses à faire pour prévenir, effectivement, ces risques de cambriolage qui sont, encore une fois, c'est vrai, nombreux et ces cambriolages en pleine nuit, notamment de personnalités exposées, publiques, qui se font braquer en pleine nuit. Bien sûr, l'ami Bruno Guillon, il y a quelque temps, avait été pris à partie et violenté, et puis d'autres. Alors, attention aux réseaux sociaux aussi, pas s'exposer, de dire, super, je suis à Miami en vacances. Oh, mais c'est arrivé aux footballeurs, c'est arrivé à tous ces gens-là. Les footballeurs sont très victimes. Moi, j'aime beaucoup le foot, mais tu sais, les footballeurs sont très très victimes de homejacking et de cambriolage très violents. Souvent quand ils sont au match, parce qu'on sait qu'ils ne sont pas là, justement. Donc on est sûr que pendant 2 heures, 3 heures, ils sont pas à la maison et on vient les chercher. Et ils ont souvent des biens de grande valeur et ils subissent à répétition. Ce genre d'actes délictueux. 1519 cambriolages rien qu'en juillet. C'est quand même un chiffre considérable, Julia Milkovic. Tout à fait. Effectivement, vous avez parfaitement bien énuméré tous les points qui permettraient de lutter contre ça, mais on voit finalement que ça manque quand même d'efficacité. On a évoqué un petit peu les cambriolages des personnalités, des célébrités. Il y a un petit côté Robin des Bois qui finalement l'origine. Non, moi j'aime pas ce discours Robin des Bois. Mais je n'ai pas fini. La propriété privée, c'est sacré, et c'est pas parce que la personne a des moyens qu'on peut se permettre et moi ce je genre de m'inscris choses. totalement là-dedans. Non, mais il faut pas de demi. Je m'inscris totalement là-dedans, mais vous m'avez pas laissé terminer. Donc bon, c'est pas grave. Allez-y, non, effectivement, moi je suis d'accord avec vous. Donc il y a peut-être cet effet un peu Robin des Bois où on vient attaquer des personnalités publiques qui aussi se mettent beaucoup en scène et revendiquent une forme de toute puissance, de réussite, qui, de toute façon, en France, la réussite gêne quoi qu'il arrive, qu'elle soit professionnelle, financière. C'est pas une excuse. Mais je n'excuse pas. mais pour dire. Ça donne des velléités à certains, quoi. Non, mais on voit bien que parmi ces 1500, le chiffre. 1519. 1519 pour le chiffre exact. Parmi eux, il n'y a pas de célébrité. Donc, on est en fait sur finalement un acte social qui se répand davantage. Moi, je l'ai vu rien que dans ma commune. Effectivement, on a dû faire face à des cambriolages à répétition. Qu'est-ce qui a été efficace finalement? C'est notamment l'intervention des voisins. Alors, nous, on a la vidéosurveillance déjà dans les rues, mais c'est surtout en fait la vigilance des voisins, la communication. On a des groupes effectivement qui permettent de dire attention, on a vu des gens traîner dans ce quartier-là, attention, on a vu des gens avoir un comportement un petit peu bizarre dans ce jardin-là, attention, j'ai été cambriolé, il y a eu une tentative de cambriolage, donc déjà il y a une prévention sur la période, parce qu'on sait que globalement, si il y a des tentatives, votre maison peut être aussi victime de ça. Donc déjà la solidarité, je pense, humaine, collective. Mais ne pas réagir, hein. Alors, attention, informer la police, etc. Pardon ? Sauf quand on fait de la boxe. Oui, sauf quand on fait de la boxe. Je vous taquine. Non, mais effectivement, ne pas réagir, contacter effectivement. Je peux vous garantir que le gars qui rentre chez moi, il ressort pas. Enfin, si, il ressort, mais avec la police, quoi. Bruno Pomar. Oui, non, c'est important ce que dit notre ami. Effectivement, c'est prévenir, et je crois que les citoyens entre nous, on doit s'entraider, ça fait partie du jeu. Ça veut pas dire pour autant, encore une fois, que nos forces de l'ordre ne font pas le job. Dieu sait s'ils le font, et dans un paquet de domaines. Mais en même temps, on peut pas tout couvrir. C'est une difficulté supplémentaire pour eux que d'assurer, surtout pendant les périodes de vacances, la sécurité. Alors vous avez aussi dans les communes, je sais pas si vous en avez, puisque vous êtes élu, je pense que chez notre ami Boulard, il doit y en avoir, de la vidéosurveillance, évidemment. Non, parce que tout ça relève de la ville de Paris. Ah oui, c'est vrai. Nous avons il s'en est plein d'ailleurs. Un cher maire qui est opposé à la vidéosurveillance. Donc non, à Paris c'est un vrai sujet, hein, la vidéoprotection. Après la vidéosurveillance surveille les rues. Depuis des années au Conseil de Paris. Oui, ça permet. Alors, si tu as un CSU, un centre de supervision urbaine, je ne sais pas s'il y en a chez toi. Alors, effectivement, on a la vidéosurveillance. C'est intéressant parce que pour anticiper, pour voir ce qui se passe, c'est quand même pas mal. Même pour retracer après des cambriolages, ça peut servir. On ne va pas empêcher le cambriolage. Tu as raison. De toute manière, c'est le cambriolage d'opportunité, c'est-à-dire que les mecs, ils rentrent entre 3 et 5 minutes, pas plus. On prend tout ce qu'on peut refourguer et on se barre. Bon, on ne prend plus les téléviseurs comme on faisait avant. C'est fini, ça. Donc, effectivement, c'est un problème. Et c'est pour la pratique a évolué là-dessus? Oui. On n'a plus le mec qui sort avec le frigo, ça n'existe plus. Non, alors on n'a pas du tout, sauf dans donc province. Je peux retirer les haltères de ma télé. Ouais, dans nos campagnes, on pique de la ferraille, etc. Bon, ça c'est notre truc, ils viennent avec des camions, mais dans l'urbain, effectivement, les gars prennent l'argent, les bijoux, le portable, éventuellement, les trucs les plus faciles à refourguer, c'est évident.
Julie Achat. Non, effectivement, vous l'avez parfaitement résumé. On va venir prendre les petits objets de valeur et puis on va essayer de les revendre au maximum. Je suis pas sûre qu'en plus de ça, ce soit hyper rentable pour eux en prenant le risque qu'ils prennent. Et on en revient au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en fait avoir peur d'être pris, et la peur de la sanction devrait être suffisamment évidente et connue de tous pour essayer un petit peu de dissuader, de passer à l'acte. Mais on se rend bien compte que c'est un fléau qui existe depuis toujours, qui a existé en tout temps. D'où le concept aussi de Robin des Bois. Robin des Bois, c'est un concept d'antan. Donc en fait, ça continuera je suis pas sûre qu'on arrivera fondamentalement à lutter contre ça, sauf si on arrive à avoir sans doute une justice plus ferme. Et encore, je pense que c'est pas la question de la fermeté, c'est pas la question de la fermeté qui est primordiale, c'est en fait la certitude de la peine, et l'effectivité et la rapidité de la sanction. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont appliqué ces principes. C'est un vieux principe. Je vais faire le juriste un peu, mais César Beccaria, il nous dit une peine certaine et rapide est plus efficace qu'une peine lourde, mais mise c'est le cas au Royaume-Uni et aux Pays-Bas notamment. Les Pays-Bas le font énormément. Je me suis amusé à ressortir les chiffres du Pays-Bas. Ils ont divisé par 2 le nombre de vols. Les homicides ont été divisés par 2. Le nombre de détenus a été divisé par 2. Donc ça fonctionne. Et après, on a le modèle complètement radical aussi, qui applique un peu aussi ces principes-là. C'est le modèle du Salvador. Voilà, dès l'instant. Et Bukele, oui, ça marche bien. Là, dès l'instant où vous êtes associé à, parce que les cambriolages sont souvent des réseaux. Ah oui. Et donc il y a des réseaux de cambriolage. Dès l'instant où vous êtes associé au réseau, vous êtes mis en détention. Alors c'est radical. Ça blague pas sur la méthode. La méthode, hollandaise est bien plus adaptée à la France. On va pas se raconter d'histoire. C'est clair. Mais ça présente des résultats, notamment sur cette délinquance du quotidien et ces cambriolages et ainsi de suite. Oui, mais vous savez mieux que nous, maître, que les tribunaux sont hyper encombrés, que les commissariats sont hyper encombrés, que les dépôts de plaintes, même en ligne, puisque maintenant on peut déposer des plaintes en ligne. Super, ça a facilité beaucoup de choses, mais en attendant... C'est très bien très bien ce que vous dites, parce que la différence entre les Pays-Bas et la France, c'est 2 fois plus d'investissement sur le monde de la justice. Exactement. C'est 120 euros par justiciable en moyenne, contre 70 pour la France. Donc effectivement, si on met des moyens pour avoir plus de magistrats, pour traiter les affaires, plus de greffiers, ainsi de suite, qu'on les paye correctement, on aura la possibilité de traiter et d'avoir cette effectivité, cette rapidité dans la sanction. Et après, il faut un arsenal juridique, un arsenal de sanctions qui soit certain au moment de l'application. Action, sanction. Allez, vous bougez pas sur Sud Radio. On va revenir dans un instant. C'est bien que vous soyez d'accord. On va revenir dans un instant au 0826 300 300. Vous continuez à nous appeler, à vouloir réagir sur les sujets que nous abordons avec nos débatteurs. On va revenir aussi sur cette question de la retraite, la non-indexation de la retraite pour les retraites de plus de 3 000 euros par mois, évidemment, pas par an. En tout cas, qui servirait, selon Bercy, à rééquilibrer un peu le budget 2027. Ça vous fait beaucoup réagir déjà sur les réseaux sociaux. On fera un petit point dans quelques minutes là-dessus. On va aussi parler des coups de cœur et des coups de gueule de nos débatteurs. Julia Achat-Milchkovic, ce sera quoi, vous ? Moi, c'est les membres du gouvernement qui prennent part à une campagne présidentielle alors qu'ils sont encore au gouvernement. Bruno Pomar, vous en avez un ? Alors non, mais je vais vous en sortir très bien. Dans un instant. On va laisser mettre. Moi, c'est la dernière proposition de loi de Javier Milei sur le verrou budgétaire. Je vous en dirai des détails, c'est assez intéressant. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. 10h-13h, Anthony Martin Smith. Et toujours sur l'antenne de Sud Radio, il est 11h, passé de 30 minutes avec nos débatteurs, toujours en plateau, Julia Achat-Milchkovic, conseillère municipale à Kingersheim en Alsace, avec Bruno Pomar, ex-membre du RAID, et puis Adrien Hall, socialiste convaincu. Élu en tout cas dans le 17e arrondissement de Paris, avocat au barreau de Paris également. Pénaliste ? Non, moi je fais du droit des affaires. Droit des affaires. Ah, d'accord. Principalement de l'énergie. On gagne plus au droit des affaires qu'un pénaliste, non ? Ça dépend lesquels. Si vous posez la veste qu'il porte. Si vous posez la question à des grands pénalistes comme Spinner ou comme Dupond-Moretti, je pense qu'ils n'ont pas de difficulté à la fin du mois. Oui, c'est clair. Ouais. Allez, on va commencer avec vous justement, Adrien. Vous voulez nous parler de l'Argentine ? Ah oui. Alors c'est une loi qui nous vient d'Argentine. Dernière proposition en date de Javier Milei.
qui vient un peu bousculer le président justement président de l'Argentine, qui vient un peu bousculer la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs, qui pour rappel consiste à dire que il faut séparer les pouvoirs pour protéger la liberté du citoyen. Et Javier Milei nous dit: vous n'êtes pas libre si vous n'avez pas une liberté fiscale et si il n'y a pas des budgets qui sont votés à l'équilibre de façon régulière. Et donc, pour mettre ça en application, il a décidé de proposer un verrou budgétaire au Congrès pour qu'il soit voté. Sauf que la particularité de ce verrou budgétaire, c'est que non seulement il va mettre en place un shutdown comme on le voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on cesse de payer les activités non essentielles de l'État, c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas de la justice, la défense, l'éducation, la santé, mais aussi, si vous n'êtes pas capable, les responsables politiques, de vous mettre d'accord pour retourner après quelques semaines sur l'équilibre budgétaire, eh bien, les parlementaires, les ministres, les secrétaires d'État, le vice-président et le président ne toucheront plus leur salaire. Et donc c'est ça la petite révolution, c'est que la responsabilité maintenant est sur les responsables politiques. Ce n'est plus simplement aux citoyens d'avoir à payer les conséquences de budgets déséquilibrés avec une augmentation de la fiscalité. Donc, c'est complètement novateur dans l'approche. Alors certains diront que c'est démago, mais ça met un principe de responsabilité dans l'action quotidienne des responsables politiques qui est, je crois, absolument nécessaire. Ça leur met la pression, mais c'est intéressant ce que vous dites là. Mais alors effectivement, ça fait peur. Mais quand on voit effectivement sur les 40 dernières années de notre pays et le personnel politique, il y a peu de temps, je voyais des portraits de Monsieur Raffarin, de Monsieur Villepin, etc., de Monsieur Moscovici et autres, qui cumulent des retraites de 15, 20, 25 000 euros par mois, vous entendez ? Ces gens-là ont eu les rôles les plus importants dans notre pays. Quand on voit dans quel état est notre pays, au-delà des 3500 milliards, mais c'est pas d'aujourd'hui, tout ça, on peut se poser la question, effectivement, de dire, si tu bosses bien, on va te payer, parce que c'est nos impôts quand même, et si tu bosses pas bien, on te réduit la marge. Alors ça fait... Tu l'as dit, un peu populiste peut-être, mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter parce que c'est un peu trop facile. Quand on voit surtout la façon dont sont rémunérés tous ces gens-là, ça pose question. Et ça va limiter, je le crois aussi, les propositions populistes, c'est-à-dire celles qui consistent à dire on va dépenser sans compter. Oui, parce qu'à partir de maintenant, si tu proposes quelque chose qui consiste à dire je vais dépenser sans compter, par exemple la fameuse retraite à 60 ans qui n'est pas financée, et là d'un coup il va falloir que tu le payes de ta propre poche en tant que responsable politique. Et donc ça va quand même bousculer un peu l'ordre établi. Et j'espère que c'est pas gagné quand même chez nous. Non, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Moi, j'avais plaidé pour un verrou budgétaire pas tout à fait le même, mais clairement la fameuse règle d'or, comme on appelle ça en France. Mais je pense que on va devoir aller vers ce genre de direction. Vous en pensez quoi, Julia ? En imaginant Javier Milei avec cette proposition, je m'attendais plus à ce qu'il sollicite de nouvelles élections. Puisqu'il y a eu un désaccord sur le budget, je pense que c'est peut-être même plus efficace que de couper les vivres des élus, en tout cas à tenter. Et si ça marche, pourquoi pas appliquer avec nos députés. En tout cas, nous en France, on a vraiment le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ne pas se mettre d'accord, avoir des logiques partisanes pour pouvoir voter des projets de loi. On le voit sur le budget. Politique politicienne. On l'a vu sur la question de la perpétuité, sur la question des viols en répétition sur des mineurs de moins de 15 ans. En fait, c'était de la politique politicienne. Les députés n'étaient même pas à l'Assemblée nationale pour voter. Il me semble qu'il y avait un petit peu plus que 70 députés dans l'Assemblée nationale. Donc, moi, je suis plutôt favorable à cette notion de politique de résultats, comme ce qui est attendu en fait dans le privé, mais avec les services publics, y compris les élus. Sauf que c'est plus compliqué à mesurer. Mais enfin, la question du budget est un exemple assez marquant, qui est mesurable, avec des effets qui sont tangibles et sur lesquels on peut avoir un jugement critique. Donc pourquoi pas. Après, moi, je serais plutôt d'avis à relancer des élections, histoire de bien les mettre encore plus dans une situation périlleuse, et surtout assumer leur responsabilité. Allez, vous gardez la main, Julia. Ça me permet d'avoir mon coup de gueule. Et on reste sur les politiques, parce qu'effectivement, moi, mon coup de gueule, c'est ces responsables, et notamment ces ministres et ces porte-paroles du gouvernement qui, dans leur communication personnelle, font des confusions avec une communication dans le cadre d'une campagne présidentielle. Je pense à Maud Bréjon qui a partagé la tribune d'Édouard Philippe sur l'immigration et sur Ceuta. On peut se poser la question de sa légitimité à le faire en tant que porte-parole, puisqu'elle est censée porter la parole du gouvernement. Édouard Philippe, jusqu'à preuve du contraire, n'est plus au gouvernement.
peut-être qu'est venu le temps de prendre une décision, de soit rester porte-parole du gouvernement et appliquer ce que Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres, c'est-à-dire une neutralité sur la campagne présidentielle et donc de ne pas trop s'impliquer, ou alors de démissionner. Mais dans ces cas-là, il faut faire un choix, il faut faire preuve de courage. Ce qui manque aujourd'hui, notamment, moi, je suis du bloc central, de ma famille politique, le courage, c'est quelque chose dont ils sont faiblement dotés. Mais à un moment donné, de dire, ok, je crois à 100% en Édouard Philippe, je vais faire sa campagne à partir de septembre, je démissionne du gouvernement, mais on cumule pas les deux. N'a-t-elle pas eu blanc-seing quelque part? Parce qu'en tant que porte-parole du gouvernement, elle se permet de dire ça. Il y a des fois des voix qui lui parlent derrière en disant vas-y, balance. Est-ce que la neutralité, ça existe? Honnêtement. C'est pas de la neutralité que je demande. Certainement pas en politique, ça c'est sûr. Non, mais pas, vous le demandez pas, mais Sébastien Lecornu l'a demandé. Est-ce que la neutralité existe à partir du moment où vous avez une étiquette politique? Est-ce que c'est pas un petit peu fou quand même de demander la neutralité à des membres du gouvernement? On sait qu'ils ont une étiquette politique. On sait que ces gens sont certains proches d'Édouard Philippe, d'autres à gauche, d'autres à droite. Oui, certains sont peut-être plus proches de Gabriel Attal et ainsi de suite. Bon, ça me paraît un petit peu hypocrite de réclamer une neutralité de. Mais quand le rôle, surtout qu'on se rapproche de la dernière ligne droite. Quand le rôle est de porter la parole du gouvernement, mais de publier, de repartager une tribune d'un candidat à la présidentielle qui ne fait plus partie du gouvernement et qui par ailleurs revendique une forme de distance avec le gouvernement et notamment les quinquennats Macron alors qu'il a été Premier ministre de Macron. Je pense que c'est légitime que de poser la question, particulièrement à Maud Bréjon qui est porte-parole du gouvernement, qui est censé porter uniquement la parole du gouvernement, de partager ce type de communication. Enfin, pour moi, il y a un conflit d'intérêts qui est immense de par sa position particulière à Maud Bréjon. On manque de clarté. Moi, je suis d'origine britannique par côté de mon père et ce qui arrive souvent outre-Manche, c'est effectivement quand on a ce genre de conflit d'intérêts, on démissionne. Oui. Quand on a connu des échecs, on démissionne. Et ainsi de suite. Et là, c'est très anglo-saxon. Ça déménage et ça crée de la clarté chez les citoyens. C'est le premier exemple. Et les citoyens adorent ce genre de pratique parce que justement, pour eux, il y a de l'honnêteté, il y a de la transparence. On assume les conséquences de ses choix. Et voilà. Vous avez la double nationalité, alors ? Non, moi, je l'ai pas prise. Mon frère l'a. Mon père l'a aussi parce qu'avec le Brexit, ça a beaucoup bougé pour lui et qu'il a vécu toute sa vie en France maintenant. Mais je fais pas de parallèle avec non, pas du tout. Quel parallèle donc, Bruno Pomar, vous avez la main avec Bali Bagayoko. Ouais, alors décidément on est sur les politiques, mais on a besoin d'assainir un petit peu toute cette ambiance politique là, c'est intenable. Et oui, alors depuis de nombreux jours, on parle. Le Canard enchaîné a balancé une info qui aurait été donnée par Frédéric Aziza, effectivement, sur le cumul de mandats et évidemment d'indemnités qui vont en vite, parce que certains nous expliquent que c'est des indemnités, c'est salaire, indemnité, c'est pas pareil. Enfin bref, c'est quand même du pognon. Hein, excusez-moi de le dire, mais ça reste du pognon. Et depuis 20 ans, effectivement, ce monsieur qui nous fait de très belles représentations sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, en termes d'image, moi j'étais ancien maire de mon petit village, je trouve que c'est pas une très belle image de s'exposer comme il le fait sur les réseaux sociaux quand on est élu de la nation. Mais bon, je pense que s'il ne publie pas un TikTok par jour, cette personne tombe malade, quoi. Il a une accro, il est littéralement accro aux réseaux sociaux, c'est incroyable. Mais en plus, si c'était nourrissant pour sa population, il y a 150 000 personnes qui habitent dans ce secteur-là et qui sont sous sa tutelle, je dirais quelque part, c'est ridicule à chaque fois, c'est ce qui fait peur. Et ce que je vois là, effectivement, est scandaleux parce qu'on voit la compromission qu'il y a entre encore les entreprises d'État, la RATP est la première, mais ça on le sait depuis longtemps. Alors évidemment certains élus LFI ont dit on le savait déjà et le Canard enchaîné l'a déclaré. Bah oui, c'est bien, on le savait, donc on laisse faire. Moi je trouve pas normal qu'on puisse permettre à 200 élus, on va savoir un petit peu les profils d'ailleurs des élus. Je pense qu'il y en a beaucoup plus au Parti communiste à la gauche, à l'extrême gauche que dans les autres partis. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça scandaleux parce que c'est notre pognon. C'est vous que ça engage, ça, Bruno. Hein. Oui, ça n'engage que moi, vous avez raison. Ouais, mais moi je suis un ancien élu, vous savez. Ouais. Et ma petite rétribution d'élu, je la remettais dans la caisse de ma commune. Donc vous voyez un peu, je faisais pas ça pour ça. Mais qu'il soit payé, je l'entends. Qu'on ait des indemnités quand on travaille parce qu'on a beaucoup de boulot en tant qu'élu, je l'entends. Mais je trouve que c'est scandaleux vis-à-vis de ces élus. On en a 2 sur le plateau qui s'engagent, qui bossent. Et ça, encore une fois, c'est avec notre pognon. Parce que je vous rappelle quand même que c'est les conseils départementaux, la région, etc. qui financent la RATP en partie. Donc ça pose des questions de déontologie et d'éthique. Allez,
11h passées de 41 minutes sur Sud Radio, on est toujours en direct. Vous nous appelez au 0826 300 300, on va parler des retraites. Le gouvernement, en tout cas Bercy, pense à économiser 3,6 milliards en 2027 en indexant plus sur l'inflation les retraites de plus de 3 000 euros par mois. Est-ce que le gouvernement veut faire des économies sur les retraités qui gagnent plus de 3 000 euros, jugés peut-être comme étant trop riches, pour qu'on puisse continuer à les indexer, en tout cas sur l'inflation, 3,6 milliards. Ça vous choque, vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio avec mes débatteurs toujours en plateau, Julia Chamishkovic avec Bruno Pomar et Adrien Hall. Les deux sont quand même assez indisciplinés, mais on se taquine un petit peu. Oui, un petit peu entre l'ex-policier, l'avocat. Il est 11h passées de 44 minutes sur Sud Radio. On est toujours en direct et on va parler des retraites. Bercy pense à économiser 3,6 milliards d'euros sur nos retraités gagnant plus de 3 000 euros par mois. Est-ce que vous acceptez cela? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous nous appelez au 0826 300 300. Antonin Durand sur les réseaux sociaux, en tout cas ça réagit de Sud Radio. Oui, Anthony, c'est le sujet qui vous fait le plus réagir. Forcément, c'est le plus concernant pour vous. Faut-il faire payer les retraités qui gagnent plus de 3 000 euros? Vous êtes une majorité à répondre que non. Il y a Joël qui nous dit qu'il faut d'abord réduire les salaires des politiques qui sont payés entre 8 et 17 000 euros. Alors on verra pour les chiffres. Lui, il dit qu'il est payé, il a la retraite, qu'il est payé très loin des 3 000 euros, hélas. Il y a aussi Paul qui dit qu'ils n'ont pas volé leur retraite, qu'ils ont cotisé toute leur vie pour ça. Vous êtes assez d'accord et majoritaire pour aller dans ce sens-là. Merci Antonin Durand. Vous continuez à réagir sur les réseaux sociaux de Sud Radio, sur Facebook, X, Instagram, TikTok, mais surtout sur les commentaires du live YouTube de Sud Radio. Vous téléchargez évidemment l'application Sud Radio sur iOS et Android. Vous nous écoutez aussi sur sudradio.fr. En tout cas, réagissez, appelez-nous 0826 300 300. Aude, en tout cas, qui est au standard, vous attend. Vous êtes déjà assez nombreuses et nombreux à nous appeler. On a aussi la radio libre à partir de midi. Et là-dessus, vous voulez déjà beaucoup réagir sur ce sujet des retraites. Bruno Pomar, c'est choquant. Parler aux retraités ou quoi? On vous adresse à moi. C'est pour ça que je commence par vous. Parle aux professionnels. Ouais. Non, mais est-ce que vous trouvez ça choquant qu'on veuille, pardonnez-moi de le simplifier ainsi, mais de faire une économie de 3,6 milliards d'euros sur le dos de ceux qui ont travaillé toute leur vie? C'était le témoignage de Paul à l'instant qui nous était rapporté par Antonin Durand sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Ils ont travaillé toute leur vie et là on leur dit non, en fait on n'indexera pas votre retraite sur l'inflation, donc en gros les prix vont continuer d'augmenter mais pas ce que l'on va vous verser tous les mois. Je vais vous faire une réponse hyper basique. On ne touche pas aux retraités et aux retraites des retraités, c'est pas normal. Alors moi je suis en dessous de ça, je touche 2500 euros net par mois en ayant passé 36 ans dans la police, donc j'ai rien à craindre là-dessus, mais je trouve que c'est encore une fois une politique, à chaque fois il faut taxer les autres. J'en ai ras le baba de ça, et taper sur les retraités, je suis contre. Commençons, excusez-moi, si on veut faire des... Moi, je suis pas ministre de l'économie, j'ai pas fait de grosses études, j'ai juste un BEP de comptable. Mais commençons déjà, par exemple, à arrêter avec les grands organismes qui nous coûtent un fric monstre, dont on ne parle jamais. Et ça coûte la bagatelle de 80 milliards par an. Vous savez, tous ces trucs qu'on monte quand le régalien ne peut pas répondre, on monte une espèce de structure qui coûte 10, 15, 20, 25, 30 millions ou 100 millions d'euros. C'est scandaleux, ça. Donc, on ferait mieux de s'occuper à faire alors, vous voyez, ça m'énerve tellement. On ferait mieux de faire des économies là-dessus, effectivement, de s'en servir réellement, que de taper sur les retraités. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Julia Chamishkovic, on tape sur les retraités ou on tape pas dessus? Moi, pour faire des économies solidaires. Moi, j'aimerais être plus nuancée et voir les faits, mais de façon pas aussi simpliste que ce qu'on essaye de nous faire croire. On le rappelle, vous avez 26 ans. Moi, j'ai 26 ans. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore concerné par la retraite. Non, et potentiellement... Mais vous payez les retraites d'aujourd'hui. Exactement. Et potentiellement, moi, quand j'arriverai à la retraite... peut-être que je n'en aurai pas. Et donc, peut-être que vous changerez d'avis. Et peut-être que je changerai d'avis ou pas. Mais dans le futur. Ça va être une des grandes inégalités dans le futur, c'est la retraite que notre génération va avoir par rapport à ta génération. Je te coupe un instant, après je te rends la parole, je te promets. Mais quand tu dis des choses sur lesquelles je suis d'accord, le taux de récupération, moi j'ai regardé les faits, le taux de récupération, c'est-à-dire combien vous avez cotisé, combien vous touchez à la retraite, pour la génération qui probablement la tienne, c'est 200%. Pour une génération née à partir de 2000, ça sera 120%.
Donc il y a une différence qui est folle entre ce qu'on va toucher maintenant et ce que vont toucher plus tard les gens. Donc il y a quand même une inégalité qui est en train de se structurer et la retraite c'est quand même le principal point de dépense de l'État. C'est 13,1% du PIB. On peut supprimer toutes les agences, ça ne réduira pas suffisamment le déficit de l'État. Si on ne touche pas aux retraites, on ne touche à rien parce qu'on ne peut rien faire. Mon cher ami, combien coûtent les agences d'État ? Non mais je suis d'accord, mais moi je suis d'accord pour les supprimer, il n'y a pas de souci, on est d'accord là-dessus. Mais il y en a beaucoup qu'on peut y aller. 80 milliards, ça représente, c'est pas 6 milliards comme on veut faire. Mais sincèrement, par exemple la retraite des fonctionnaires, j'avais écrit là-dessus, la retraite des fonctionnaires depuis 2002, c'est 1/3 de l'endettement public de la France total. Le déficit. Donc à un moment donné, on peut continuer comme ça, comme une espèce de conducteur fou qui a oublié la pédale de frein. Mais à un moment donné, il faut retrouver un peu de sérénité et se dire que si on n'accepte pas de toucher aux retraites, on ne pourra rien faire. On ne pourra pas améliorer les écoles et ainsi de suite. Bon, on redonne la parole à Julia. Non, mais c'est une aparté qui est effectivement hyper intéressante. Moi, je veux quand même redonner des chiffres. En moyenne, la retraite en France, c'est 1 666 € brut. Donc, c'est à peu près 7%. C'est pas la folie. C'est à peu près juste au-dessus du seuil de pauvreté. Parce Exactement. que là, vous parlez brut. Donc, c'est même pas le donc net ça fait que les gens 1541 € net par mois. Et ça, c'est la moyenne française. Il faut savoir que les retraites de plus de 3 000 €, c'est à peu près 7 à 8% des retraités. Moi, j'ai essayé de faire l'exercice en me forçant à avoir une réflexion un peu plus aboutie et notamment prendre en compte une inégalité aujourd'hui générationnelle qui est le droit à la propriété. On n'en parle pas assez, mais pourtant c'est un vrai sujet. Moi, effectivement, que vous soyez retraité en province ou à Paris et que vous gagnez 3 000 € bruts par mois, c'est pas la même chose. Ça n'aura pas le même impact sur vous qu'il y ait une revalorisation ou non. La question que je me pose, c'est que plutôt que d'essayer d'avoir un raisonnement simpliste comme c'est le cas aujourd'hui, c'est de se poser la question, ok, qui parmi eux, et très souvent c'est quand même une majorité, est propriétaire d'un logement. Quand on est propriétaire d'un logement, qu'on a fini de payer le crédit, mais 3 000 € net par mois, c'est plus qu'acceptable et c'est sans doute plus que ce que une majeure partie des Français qui travaillent, qui sont des actifs, qui payent des impôts et qui cotisent par ailleurs pour les retraites ne gagnent. Donc moi j'aimerais quand même qu'on ait une forme de bon sens, de bienveillance, de solidarité intergénérationnelle, de se dire attendez. Et ça, je l'attendrai des retraités aussi, parce que moi actif, ça ne me pose aucun problème de payer votre retraite. Vous avez travaillé toute votre vie, je suis ok de cotiser, je me fais pomper. Par contre, voilà, je sais que c'est une solidarité. En revanche, sur un contexte économique et budgétaire qui est le nôtre aujourd'hui, de se dire quand on gagne plus de 3 000 € net, qu'on a la maison payée et qu'au final, il n'y a pas de charge qui tue le ménage, parce qu'il faut quand même rappeler que le logement, c'est 1/3 du budget des Français, de se dire, ok, je suis prêt à renoncer à cette revalorisation, à savoir qu'elle est entre 1,6 et 1,8. Ça représente, pour ceux qui gagnent 3 000 € à peu près 48 € par mois, 64 € pour ceux qui gagnent 4 000 et 80 € par mois pour ceux qui gagnent 5 000 €. Moi, à titre de comparaison, je suis jeune active, j'ai atteint tous mes objectifs parce que je travaille dans le privé par ailleurs. Ma revalorisation, elle est de 1%. J'ai gagné 1% sur mon salaire annuel, ce qui est à peu près que dalle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise est tellement aussi ponctionnée pour pouvoir financer les retraites par des charges patronales qui sont extrêmement conséquentes. Malgré les efforts que j'ai faits, ma productivité, je suis à 1%. Donc, je considère que un bon sens, une solidarité entre Français peut être bienveillante et bienvenue dans un contexte qui est le nôtre, avec une transition démographique qui par ailleurs ne nous aide pas. Moi, vous me feriez presque... La revalorisation de 2026 aurait été de 2%. Et 75% de cette revalorisation a été thésaurisée. C'est-à-dire que c'est de l'épargne pour les retraités, en fait. C'est-à-dire que ça n'a pas été dans l'économie, ça n'a pas été injecté dans des entreprises ou dans de la consommation, ça a été épargné par les retraités. Oui, enfin, on dépasse, excusez-moi, mais on dépasse. Moi, je trouve que vous avez un acharnement sur les retraités. 75% quand même. Qui me gêne, chers amis. Pas tous en même temps. Franchement, non. C'est un acharnement sur les retraités. La solidarité intergénérationnelle, ça va dans les deux sens. Laissez répondre Bruno Pomar. Non mais c'est fou ça quand même, que vous puissiez vous acharner sur des gens qui ont bossé comme des malades pour certains. Mais si, excusez-moi, mais si. Mais puisque vous parlez de récupérer du pognon évidemment pour mettre dans les caisses de l'État, parce que il faut abonder les caisses de l'État, on dépense tellement de pognon, ça vous dérange pas qu'on dépense ça. Si, mais le sujet c'est la retraite, c'est-à-dire que non mais il y a pour récupérer tout ça, on va taper sur les retraités. Excusez-moi, je suis pas d'accord. Non mais il y a un réel sujet, c'est la transition démographique. On peut pas faire compte, c'est-à-dire c'est une politique qui date de Mitterrand. C'est Mitterrand qui dans les années 80 a dit ce sera les futures générations qui devront gérer ce problème-là parce qu'on faisait déjà plus assez d'enfants et qu'on savait qu'on allait arriver dans ce scénario catastrophique. Bon, aujourd'hui, les retraites, c'est 13,1% du PIB. C'est
le double, voire le triple du budget qui est alloué à l'école, à l'éducation, à la défense. Julia, Adrien, excusez-moi. Mais on fait pas sans prendre parti. Notre avocat me dit on fait qu'épargner les retraités. On dépense du pognon. Non, j'ai pas dit. Attendez, laissez-moi terminer. Sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Vous n'avez pas l'impression aussi que les gens se disent que ce sont toujours sur les mêmes que l'on tape, les retraités, les Françaises et les Français de manière générale. Là, il y a aussi une autre proposition de Bercy qui voudrait et qui pense à supprimer peut-être les crédits à impôt d'emploi à domicile. C'est-à-dire que vous avez une nounou, vous avez une femme de ménage. Par exemple, je pense aux personnes en situation de handicap qui font appel à beaucoup de personnes qui travaillent à domicile, qui d'un seul coup vont perdre ce crédit d'impôt. C'est-à-dire que 50% de ce que vous payez aujourd'hui sont déductibles, bah ça pourrait disparaître. Vous comprenez qu'en fait, les Françaises et les Français ont peut-être ras-le-bol de se voir être systématiquement la vache à lait sur qui on va aller faire les économies que le gouvernement a besoin de faire. Alors même qu'il y a des gens, Bruno le rappelait tout à l'heure, qui touchent 25 000 euros de retraite pour avoir travaillé dans le public et qui ne seront jamais touchés. Le problème, c'est que même si on change ça ne résoudra pas tout le problème. Par ailleurs, si on ne désindexe pas pour récupérer finalement ce financement dont on a besoin, qui va payer les actifs, qui vont payer des impôts. Et les jeunes plus tard. Adrien Hall. Et les jeunes plus tard parce que toute la dette qui est écrite aujourd'hui, ce sont des impôts. Il n'y a pas des économies à faire ailleurs. Mais c'est ça, les agences d'État. Mais ça, c'est un problème d'ordre de grandeur. Les ordres de grandeur sont tels que la retraite, c'est le premier poste de dépense. C'est 13,1% du PIB. C'est monstrueux par rapport à tout le reste. La retraite depuis janvier, c'est-à-dire sur 6 mois, c'est l'équivalent de 8 budgets de la défense. Oui, mais regardez Adrien Hall. C'est 6 fois le budget de l'éducation nationale. De la transition énergétique, surprise à ne pas vouloir rentrer en TGV et rentrer en jet privé. Et vous allez demander encore aux Français et aux Français systématiquement de continuer à faire les efforts. Mais évidemment qu'on est d'accord sur ça. Aussi. Sauf qu'en même temps, nous, on est dans un sujet où on nous met en conflit. Et moi, ça me dérange beaucoup parce que je ne veux pas être en conflit avec les retraités qui, par ailleurs, dans mon propos introductif, j'ai dit que je n'avais pas de problème à cotiser pour eux. Et par ailleurs, je cotise. Exactement. Là, pas mal commencé, là. Pour dire aussi, il faut quand même rappeler une chose, c'est que votre génération était une génération privilégiée. Il n'y a pas de problème à ça. On ne va pas vous faire un procès, mais reconnaître que quand même, que vous puissiez faire un petit effort parce que effectivement nos responsables politiques, et là je suis entièrement d'accord avec vous, ne sont pas à la hauteur. Qu'on ait des caprices de stars comme ça me débecte, mais en même temps qu'est-ce qu'on fait ? Fondamentalement on est face à une problématique rationnelle et c'est de toute façon les Français qui payeront. Mais je rappelle quand même, mon propos introductif aussi, on paye aujourd'hui les décisions d'un François Mitterrand. La gauche, la merveilleuse gauche française qui a pris des décisions et qui a dit ce seront les générations futures qui verront. Et ben ces générations futures, c'est Adrien et moi et c'est tous ces Français qui aujourd'hui sont des actifs. Et donc on est en train de payer des décisions politiques dans lesquelles on n'était même pas nés. Moi, j'étais même pas un projet dans les années 80 quand Mitterrand était au pouvoir. Peut-être mais de aujourd'hui, vos parents, mais non plus en 80, je suis né en 99 donc pas du tout. Merci beaucoup Julia Acha-Mushkovic. Je rappelle vous êtes conseillère municipale de cette ville de Kingersheim en Alsace. Merci Bruno Pomar. Vous êtes ex-membre du RAID. Vous allez faire votre combat de boxe dans la rédaction. Merci Adrien Hall, avocat au barreau de Paris et élu du 17e arrondissement de Paris. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ça vous fait déjà réagir les propos de nos débatteurs sur ces retraites. Est-ce qu'il faut faire ces 3,6 milliards d'économies sur le dos de nos retraités qui gagnent plus de 3 000 euros par mois ? À tout de suite sur Sud Radio pour la radio libre. Sud Radio. Parlons.